Vincent Talandier, petit point sur Action contre la faim peut-être. Et ensuite, on va aborder la dernière partie avec vous. Oui, alors un petit point, mais du coup, j'aurais pas la force de témoignage de Cédric et de Marie-Elisabeth. Mais ce que je comprends aussi du témoignage de nos équipes sur place, parce que je reprends le message de Marie-Elisabeth sur l'explosion des taux de malnutrition qui étaient déjà très élevés avant le déclenchement de cet épisode de conflit. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous sommes présents au Yémen. Et on est présent sur plus de 50 centres nutritionnels dans plusieurs parties du pays. Mais ce que l'on nous témoigne, et peut-être vous pourrez confirmer, c'est qu'au-delà de la fonctionnalité de ces centres, c'est l'accessibilité de ces centres. Parce qu'avec la menace permanente des bombardements, quotidiens, permanents, nous, ce que l'on voit, c'est une fréquentation qui baisse. Alors on a Eto qui explose, on le sait par les témoignages, et on a une fréquentation qui chute dramatiquement. Donc on voit aussi que dans le plus gros risque aujourd'hui humanitaire, c'est que quand bien même on peut réactiver des centres de santé, réactiver des pôles humanitaires, c'est est-ce que les populations seront suffisamment sereines et se sentiront suffisamment en sécurité pour s'y rendre. Laurent Bonnefoy maintenant, donc effectivement. Merci. Je voulais ajouter quelque chose sur Al-Islah, qui effectivement a une base qui a été d'une certaine manière marginalisée. Al-Islah, juste pour les uns et les autres, c'est le gros parti qui représente les frères musulmans, qui avait une branche caritative très active au Yémen, mais qui s'est trouvé d'une certaine manière marginalisé par deux avancées que j'ai évoquées tout à l'heure. L'avancée des houthistes, qui ont été en antagonisme très direct, et au moment de la prise de Sanaa en septembre 2014, le principal butin de guerre, je dirais, a été la relégation des groupes ou des représentants d'Al-Islah. Donc on a eu un effondrement à Sanaa de la base et de la capacité de travail. Et puis la deuxième dynamique, c'est la dynamique sudiste, où par les sudistes, Al-Islah a été perçu comme étant un acteur opposés à leurs demandes. En revanche, on a une base et qui se trouve être peut-être qui est le gouvernorat en dehors de la capitale qui est le plus peuplé, c'est à Taez. Et à Taez, Al-Islah joue un grand rôle, y compris sur le plan militaire. Le chef de la résistance anti-Houthi là-bas, le cheikh Al-Mirlafi, est lui-même très directement lié à Al-Islah. Donc c'est un acteur qui certes s'est aligné sur les positions saoudiennes, certes se trouve fragilisé, mais reste encore fondamental pour chercher une solution. Plutôt présent, donc Ataïs est plutôt présent dans le sud, c'est ça, géographiquement pas présent partout en tout cas. Alors, pas tous les suds, enfin, géographiquement c'est un parti de masse, hein, donc il avait des soutiens partout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'essentiel de sa base sociale est dans le Hadramaut d'une part, donc la province orientale, et puis à Taez et dans la Tiama, oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Autrement, on abordera donc le dernier point qui est de voir comment sortir effectivement de cette crise. Oui, une question. On va vous tendre un micro. Bonjour, Sadek Al-Sar, membre fondateur de Salam for Yemen, un collectif international pour la paix au Yémen. L'envoyé spécial de l'ONU vient de réitérer son alerte sur la situation humanitaire catastrophique au Yémen. Je viens de vous entendre aussi que le système sanitaire ou le système de santé est aussi catastrophique. Alors, ma question, comment faire pour deux choses? Comment briser le silence des médias sur ce qui se passe au Yémen? Tout le monde dit que bientôt, il va y avoir un génocide. J'exagère, mais l'envoyé spécial dit famine. Premièrement. Deuxièmement, comment faire pour lever l'embargo qui est injuste sur tous les plans, humanitaire, droit international, etc. Je vous remercie. Merci. Cédric Schulzer, peut-être déjà. Le CICR n'a pas vocation à faire du tam-tam dans les médias, mais bon, vous avez... On a fait du tam-tam, oui. Oui, voilà. Donc il y a une question effectivement de l'avocatie, du plaidoyer.
On l'a fait. Les médias. On l'a fait. Alors au niveau public, on a effectivement, comme je disais au début de l'intervention, on se rend compte qu'il y a des décisions, et avant tout la réponse humanitaire, ce sont des décisions politiques sur lesquelles on a peu d'emprise directe, donc on doit essayer de mobiliser. Donc on l'a fait à travers les médias. On a essayé de parler à un maximum de médias à travers le monde pour expliquer la situation et nos préoccupations. Depuis que j'ai terminé ma mission au Yémen, il y a à peu près un mois, j'ai fait que tourner dans différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Iran, à Moscou, en Europe, pour justement soulever ces préoccupations et qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises pour lever. C'est pas un embargo officiel, parce qu'une fois encore, il n'y a pas d'embargo au Yémen, si ce n'est contre les armes, mais sinon il n'y a pas d'embargo contre la nourriture, c'est juste quelque chose, un embargo, alors peut-être de fait. Et quelque chose qu'on est en train de soulever, ça fait des semaines avec MSF qu'on soulève, et les Nations Unies aussi, qu'on soulève le risque d'une crise humanitaire majeure s'il n'y a pas des décisions rapides qui sont prises. Apparemment, on a peut-être été écouté, mais c'est pas nécessairement, on n'a pas vu énormément de changements. Et c'est pour lequel on essaye de continuer cette mobilisation, essayer de sensibiliser l'opinion publique, surtout les politiques, à prendre des décisions. Quand il y a des réunions comme à Genève, que l'aspect humanitaire soit mis aussi en priorité. Parce que là, je pense, s'il y a un accord qui peut être pris par l'ensemble des parties, c'est peut-être le côté humanitaire pour commencer, et sur lequel on doit vraiment insister, et qu'on doit continuer à le faire. Donc comptez sur nous pour continuer à le faire, mais il y a juste nous, je crois qu'on n'est pas assez puissants pour vraiment changer les choses. Donc on le fait à notre échelle, et on espère que ce sera relayé par d'autres acteurs. Marie-Elisabeth Hang pour la communauté humanitaire et ensuite Laurent Bonnefoy pour la communauté académique aussi. Les universitaires ont aussi un rôle d'alerte à donner. Je viens de faire le même tour que Cédric. Mais pas dans le même ordre des capitales. Pas dans le même ordre, avec les mêmes sujets de préoccupation, avec un énorme plaidoyer en effet pour demander à ce qu'il y ait un accès commercial, au moins cet accès commercial, pour les biens de première nécessité, ça veut dire la nourriture, l'essence et les médicaments. Et évidemment pour un accès humanitaire. Alors quand on demande un accès humanitaire permanent et sans entrave, libre, c'est assez illusoire comme vous l'avez compris. Donc au moins des pauses humanitaires, au moins des chemins, au moins quelques heures pour ramasser les blessés et les morts. Donc oui, on essaie de mener un plaidoyer. Il semble qu'il y ait quand même quelques actions qui soient menées dans ce sens, mais ça va prendre du temps, et c'est bien là notre inquiétude, c'est que ça prend du temps. Très bien entendu tout ce qui a été expliqué sur les négociations. Notre inquiétude, c'est que sur le terrain, nous, on court après ce temps. Et que nous, on voit que la situation se détériore jour après jour. Il y a une solidarité extraordinaire entre les Yéménites, ça c'est évident. Mais jusqu'à quand cette capacité de résilience va durer? Jusqu'à quand nous, on va pouvoir gérer comme on peut? À un moment ou à un autre, on fera vraiment face à un désastre. Et je suis sûre que les Yéménites qui sont ici, pour eux, c'en est déjà un, mais voilà, oui, il y a encore un peu de nourriture, oui, on n'a pas encore d'épidémie, et parce qu'on a quand même des cas de dengue, par exemple, à Aden. On n'a pas encore des cas de famine, mais des cas de malnutrition de plus en plus importants. Et oui, les gens n'accèdent pas au centre de santé parce qu'ils n'ont pas d'essence, parce qu'il n'y a plus de moyens de transport. Et c'est une situation, si vous voulez, où au jour le jour, jour après jour, les Yéménites s'enfoncent de plus en plus dans une situation impossible. On parlait tout à l'heure, quand on se préparait, d'une impasse. Ils sont en train de rentrer dans cette impasse, et on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter, et comment on peut trouver une solution. Et c'est évidemment là qu'on se retourne vers les politiques en disant trouver une solution rapidement, parce que là on a 26 millions de personnes qui sont affectées par les combats et par la situation aujourd'hui.